Début février 1945. Après des semaines de durs combats sur le front hongrois, la 6e armée allemande bénéficiait d'un bref répit. Cependant, l'arrivée de la redoutée 6e armée Panzer SS allait bientôt changer le cours des événements. Comme nous l'avons vu dans l'émission consacrée aux opérations Konrad, qui visait à briser l'encerclement soviétique de Budapest, la 6e armée de la garde soviétique lança une attaque au nord du Danube le 6 janvier, réussissant à établir une importante tête de pont à l'ouest du Rhône. Depuis ces positions, elle menaçait tout l'arrière de la 6e armée allemande, dans la région du lac Balaton, où se préparait une nouvelle offensive. C'est précisément pour participer à cette offensive, qui serait connue sous le nom d'opération Réveil de printemps, que la 6e armée Panzer SS se dirigeait à toute vitesse vers la Hongrie depuis les Ardennes. Cependant, avant de lancer une nouvelle opération aux abords du lac Balaton et plus généralement au sud du Danube, Wöhler, commandant du groupe d'armée sud, savait qu'il devait éliminer la menace représentée par la tête de pont soviétique à l'ouest du Rhône. L'offensive finale vers Budapest était en préparation et le général allemand ne voulait prendre aucun risque. Cette tête de pont soviétique mesurait seulement 20 km de profondeur et 20 km de largeur. Avec un fleuve large de 30 à 40 mètres dans leur dos, il serait très difficile pour les soviétiques de la renforcer rapidement ou, dans le pire des cas, de se replier sur la rive orientale du Rhône. Pour détruire cette position, Wöhler planifia une opération en 3 phases. Première phase, une attaque puissante depuis le flanc nord du saillant, menée par 3 divisions d'infanterie. Leur mission était d'ouvrir la voie aux blindés du 1er corps Panzer SS, composé de la 1re division SS Leibstandart et de la 12e division Panzer SS Hitlerjugend, qui exploiterait la brèche pour pénétrer en profondeur dans le saillant soviétique. Deuxième phase, ces 2 divisions, récemment arrivées et appartenant à la 6e armée Panzer SS, devaient avancer jusqu'à Parkani, en face d'Esztergom, sur la rive nord du Danube. Cette manœuvre aurait pour objectif de couper totalement la tête de pont soviétique et d'isoler toutes les troupes ennemies situées à l'ouest de cette position. Troisième phase, une fois la percée réussie, les 96e et 711e divisions d'infanterie lanceraient une attaque amphibie depuis l'autre rive du Danube en direction de Parkani. Enfin, les forces allemandes expulseraient les restes de la 7e armée de la garde vers la rive orientale du Rhône. L'opération Vent du Sud devait commencer le 17 février et se terminer au plus tard le 24 février, afin que le 1er corps Panzer SS puisse se redéployer près du lac Balaton. Il était vital que les Soviétiques ne détectent pas la présence de la 6e armée Panzer SS, y compris les unités qui participeraient à l'opération. Ainsi, de nombreuses mesures de camouflage furent mises en place. Changement des noms des unités, suppression des insignes de manche, détournement des états-majors vers Berlin, déplacement exclusivement de nuit, avec repli dans des tunnels ou des installations spéciales en journée. Tous les véhicules du 1er corps Panzer SS impliqués dans l'offensive cachaient leurs insignes et plaques d'immatriculation. Des noms de code furent utilisés dans les transmissions radio et téléphoniques. Toutefois, il était fort probable que les Soviétiques découvrent, lors de l'attaque, qu'ils faisaient face aux divisions Leibstandart et Hitlerjugend. Si cela arrivait, tout le secteur serait mis en alerte, risquant ainsi de compromettre l'offensive prévue sur le lac Balaton. Malgré ce risque élevé, Hitler et Wöhler décidèrent de le prendre, estimant que l'opération en valait la peine. Les 35 000 hommes du 1er corps Panzer SS avaient peu en commun avec les soldats bien entraînés et expérimentés d'autrefois,
et leur valeur combative n'était pas comparable. Le lieutenant-colonel Hubert Meyer, chef d'état-major de la division Hitlerjugend durant ces mois, mentionna que certains remplaçants provenaient de la Kriegsmarine ou de la Luftwaffe, avec un entraînement insuffisant pour le combat terrestre. Effectifs blindés du 1er corps Panzer SS. L'élément clé de leur puissance de combat était le nombre de chars. La Leibstandarte disposait de 37 Panzer IV, 41 Panther, 21 Jagdpanzer IV, 3 Stugé et 175 véhicules blindés de transport. De plus, le 501e bataillon de chars lourds SS apportait 36 Tiger II. La Hitlerjugend, quant à elle, comptait 38 Panzer IV, 44 Panther, 21 Jagdpanzer IV et 165 véhicules blindés de transport. Elle était appuyée par le 506e bataillon de chasseurs de chars lourds, qui possédait 31 Jagdpanzer IV et 16 Jagdpanther. En total, le 1er corps Panzer SS disposait de 288 chars de combat, bien que certains soient en réparation. Avec l'appui de 3 divisions d'infanterie attaquant le secteur nord de la tête de pont soviétique, ainsi que l'offensive des 96e et 711e divisions d'infanterie à travers le Danube, les forces allemandes surpassaient largement la 7e armée de la garde soviétique, qui ne comptait que 6 divisions d'infanterie, une division aéroportée et 2 brigades de chars. La 7e armée de la garde était déployée en profondeur dans une tête de pont défensive, avec des tranchées et des fossés anti-chars, mais elle ne pouvait pas résister à l'attaque imminente des Allemands. Le début de l'offensive, 17 février 1945. L'attaque commença le 17 février à 4 heures du matin, avec un bombardement d'artillerie de 2 heures, suivi par l'assaut des 44e et 46e divisions d'infanterie, ainsi que de la 211e division Volksgrenadier. Les Soviétiques furent totalement pris par surprise, permettant aux Allemands de briser rapidement leur ligne défensive sur un front de 10 km. Après cette rupture initiale, l'infanterie ouvrit la voie aux blindés du 1er corps, Panzer SS, bien que le terrain boueux ralentit leur avancée. Poussée allemande et premier accrochage. Malgré ces difficultés, la 46e division d'infanterie réussit à percer les défenses soviétiques et à progresser de 2 à 3 km. Cependant, elle se heurta à une concentration de chars soviétiques T-34,85 qui bloqua temporairement son avancée. Heureusement pour les Allemands, les chars de la Leibstandarte, sous le commandement du colonel Piper, arrivèrent vers midi pour renforcer l'infanterie. Grâce à cette intervention, ils réussirent à repousser les forces soviétiques, avancées allemandes vers le sud. L'offensive se poursuivit vers le sud et, dans l'après-midi, les forces allemandes avaient pénétré de 5 à 6 km au-delà des lignes soviétiques, atteignant le canal de Paris, près du village de Sarkhan. Cependant, les soviétiques avaient détruit tous les ponts sur le canal, ce qui ralentit l'offensive et obligea les Allemands à travailler pour franchir l'obstacle. Pendant la nuit, la Leibstandarte réussit à établir une tête de pont au sud du canal, mais seule l'infanterie put traverser, les chars étant toujours bloqués. Bilan du premier jour. Le premier jour de l'offensive fut très réussi pour les Allemands. Ils avaient ouvert une brèche significative dans les lignes soviétiques. La 46e division d'infanterie et la Leibstandarte progressaient en direction du Danube, coupant presque complètement la tête de pont soviétique. Cependant, sur les flancs, les 44e et 211e divisions Volksgrenadier avançaient plus lentement en raison du manque de soutien blindé, les renforts allemands et l'expansion de la tête de pont. Dans la nuit, les troupes de la Hitlerjugend, avançant derrière la Leibstandarte,
découvrirent un passage peu profond dans le canal de Paris, permettant le passage des véhicules. Elles établirent alors une tête de pont au sud du canal, près de Gbels, progressant ainsi plus rapidement que les autres unités allemandes. Les succès initiaux motivèrent le général Otto Wöhler à intensifier l'offensive pour empêcher les Soviétiques de se réorganiser. Il ordonna à la 96e division d'infanterie, stationnée sur la rive sud du Danube, de lancer un assaut amphibie pour établir une tête de pont sur la rive nord. Tard dans la nuit du 17 février, cette division parvint à s'installer sur la rive nord, près des villes d'Obid et de Mouzla. Le 18 février, les Allemands concentrèrent leurs efforts sur l'expansion de la tête de pont établie par la division Hitlerjugend à Gbels. Les sapeurs de la Leibstandarte construisirent des ponts pour permettre aux Panzer IV et Panther de traverser le canal sous le feu de l'aviation soviétique. Malgré ces attaques aériennes, les blindés allemands purent avancer peu après midi, ce qui permit aux unités de Piper d'approcher les positions soviétiques à Mouzla, n'étant plus qu'à 3 km des lignes de la 96e division d'infanterie vers 21 heures. Encerclement soviétique et blocage abruti. L'attaque allemande s'étendit sur le flanc droit, où la 44e division d'infanterie et des éléments de la Hitlerjugend réussirent à établir une liaison avec d'autres forces allemandes, encerclant 3 divisions du 25e corps de fusiliers de la garde soviétique. Cependant, la 211e division Volksgrenadier fut bloquée devant Bruty en raison de la forte résistance soviétique, forçant ses troupes à adopter une posture défensive. Pour rectifier cette situation, le Kampfgruppe Hansen fut déplacé vers l'est, exerçant une pression sur les divisions soviétiques voisines, notamment la 72e et la 81e division de fusiliers de la garde. Malgré l'intervention de la 36e brigade de chars de la garde, les troupes soviétiques ne purent stopper l'avancée allemande vers le fleuve Rhône. Crainte d'un contre-attaque soviétique. Face à la concentration croissante des forces soviétiques à l'ouest, les Allemands redoutaient une contre-offensive. Le général Wöhler décida alors de renforcer les positions du Kampfgruppe Hansen, tout en ordonnant à d'autres unités d'éliminer la résistance soviétique à Parkani. Opération du 19 au 21 février, la prise de Parkani. Du 19 au 21 février, les combats s'intensifièrent, mais le dégel compliqua les manœuvres allemandes. Le 19 février, des éléments de la 711e division d'infanterie traversèrent le Danube pour soutenir l'assaut du Kampfgruppe Piper sur Parkani. Les Allemands, prenant les Soviétiques par surprise, attaquèrent depuis plusieurs directions, y compris un assaut amphibie, et capturèrent la ville avant la fin de la journée. Cependant, l'aviation soviétique, sous les ordres du maréchal Malinovski, domina le ciel, infligeant des pertes aux formations blindées allemandes, bien que sans réussir à stopper leur progression. Course contre la montre pour les Allemands. L'opération allemande avançait sous 2 contraintes majeures. La nécessité de mobiliser le premier corps, Panzer SS, pour une offensive à venir sur le lac Balaton. L'urgence d'anéantir les forces soviétiques dans la tête de pont avant qu'elles ne reçoivent des renforts du 6e armée de tanks de la garde. Le 19 février, des patrouilles aériennes allemandes repérèrent une immense colonne soviétique de 3000 véhicules approchant depuis Budapest. Cela força les Allemands à détourner des forces vers le nord pour protéger la rive gauche du Rhône et empêcher les Soviétiques de franchir le fleuve. Néanmoins, l'avancée allemande ralentit sous le bombardement constant de l'artillerie soviétique sur la rive orientale du Rhône, ainsi que sous la pression de l'aviation ennemie. Ce retard de 36 heures entre Parkani et Kamenin convainquit Hitler d'annuler la traversée du Rhône. Il préféra prioriser la destruction des dernières forces soviétiques à Bruty et Bina,
tout en réorientant le premier corps Panzer SS vers le lac Balaton. Les Soviétiques, anticipant une offensive allemande sur le Rhône, s'étaient positionnés défensivement sur la rive orientale. Cependant, l'attaque amphibie allemande n'eut jamais lieu. À 2 heures du matin, le 24 février, les forces allemandes lancèrent leur attaque depuis plusieurs secteurs. À Kamenin, la Leibstandart affronta la résistance de la 36e brigade de chars soviétique, tandis qu'à Bigna, la division Hitlerjugend menait son propre assaut. Malgré les pertes subies dans les champs de mines, les Allemands avancèrent avec détermination, capturant Kamenin en fin de journée après de violents combats. À Bigna, ils parvinrent à prendre la ville, malgré la destruction des ponts par les Soviétiques qui ne purent empêcher sa perte, la retraite soviétique et la fin de l'opération. Finalement, le 25 février, sous la pression allemande et l'effondrement de leur position, l'état-major du deuxième front ukrainien ordonna le retrait des troupes soviétiques encore présentes à l'ouest du fleuve Rhône, marquant ainsi la fin de la tête de pont soviétique dans la région. L'opération Vent du Sud s'acheva après une semaine de combat, atteignant tous les objectifs fixés par les Allemands. Ce succès fut attribué à la qualité des unités allemandes, la valeur combative de leurs troupes et l'effet de surprise. Le général Wöhler ainsi que Hitler se déclarèrent satisfaits, bien que l'incapacité à capturer des ponts intacts sur le Rhône ait tempéré la victoire. Pertes et conséquences. Les pertes soviétiques furent lourdes, avec 8194 hommes tombés au combat, ainsi que la destruction de 54 chars et 459 pièces d'artillerie. Cependant, au moins 60% des forces soviétiques de la 7e armée de la garde réussirent à se replier. En comparaison, les Allemands perdirent 6471 hommes, avec des pertes particulièrement élevées au sein du premier corps Panzer SS, qui montrait déjà des signes d'usure considérables. Malgré la victoire, le résultat stratégique pour l'Allemagne restait incertain. L'opération révéla la présence du premier corps Panzer SS sur le front hongrois, alertant le haut commandement soviétique sur une possible offensive de plus grande envergure. Les Soviétiques durent ainsi ajuster leur plan d'avancée vers Vienne, bien qu'ils restassent confiants dans leur capacité à stopper toute nouvelle attaque allemande. Vers la dernière offensive allemande. À peine quelques jours plus tard, le 6 mars, les Allemands lancèrent leur dernière grande offensive de la guerre, aux alentours du lac Balaton, non loin de l'endroit où ils venaient de remporter leur dernière victoire stratégique de la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, souhaitez-vous poursuivre l'analyse des 7 offensives allemandes sur le front de l'Est en 1945? Un salut à tous et à dimanche prochain. À très bientôt.